Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Vous avez l'option de nous écouter sur vos plateformes d'écoute préférées ou de nous regarder sur la chaîne YouTube des nutritionnistes en pédiatrie. Salut Cosette! Bonjour Mélissa, comment vas-tu? Ça va bien toi? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale, une collègue que j'admire, que j'adore, tu la connais également beaucoup Mélissa, qui va venir nous parler d'un monde obscur. Elle va venir le démystifier. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre collègue Andréane Martin, diététiste nutritionniste. Bonjour Andréane, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mon Dieu, c'est moi qui vous dis merci. Plus je suis en mesure de parler sur différentes plateformes de cette passion que j'ai, mieux c'est. Puis on sait à quel point le microbiote a tout un rôle à jouer dans le volet grossesse, allaitement, petite enfance. Alors, je suis vraiment contente de parler de ça avec vous aujourd'hui. Tellement, d'autant plus que ça me concerne actuellement. Oui. Donc, il nous faut une mise à jour par la spécialiste. Avant d'embarquer dans le vif du sujet, est-ce que, Andréane, tu pourrais nous parler un petit peu de toi, de ton cheminement, de ton entreprise et à quel point tu essaies de propager les bonnes informations partout dans le monde? Parce que ceux qui te suivent, là, savent que tu donnes des conférences à l'international, là. Oui, mon Dieu, je suis vraiment fière, en fait, de tout ça. Puis en même temps, je me dis, bon, ben, il faut croire que je travaille pour y arriver, mais parfois, j'ai l'impression que ce sont des belles surprises aussi qui arrivent en cours de route. En fait, j'ai toujours été grandement passionnée, moi, par tout ce qui se passe dans le cerveau. Puis quand j'ai terminé mon baccalauréat en nutrition, j'ai malheureusement subi les symptômes, finalement, d'un syndrome de l'intestin irritable. Puis dès lors, je me suis vraiment intéressée à tout ce qui se passe dans l'intestin, intéressée personnellement et professionnellement parlant aussi. Puis l'intestin, ça m'a toujours fascinée et quand on a réalisé dans la littérature que dans l'intestin se cachait un deuxième cerveau, mais là, vous allez comprendre que mes deux passions étaient réunies. Puis c'est sûr que moi, j'ai toujours adoré la santé préventive. Pour moi, agir en prévention, c'est la meilleure façon finalement pour tous et chacun d'atteindre la santé globale puis de maintenir un niveau d'énergie et de santé globale tout au long de la vie. Alors, l'intestin étant au cœur de notre santé, vous allez comprendre finalement que tout ça est relié. Donc, le cerveau d'en haut, le cerveau d'en bas, les intestins, la santé préventive, la santé globale. Alors, oui, on offre des consultations à l'interne, en individuel, pour toutes celles et ceux qui souffrent de syndrome, pas de syndrome, mais de pathologie gastro-intestinale. Mais tout ça n'est qu'une infime partie de tout ce qu'on peut faire quand on agit sur le microbiote intestinal. Puis je tente de vulgariser cette science-là sur les plateformes publiques, mais aussi dans le monde médical. Donc, je forme beaucoup les gastroentérologues, les médecins de famille, les rhumatologues et ainsi de suite pour sensibiliser davantage à l'importance de la nutrition. Merci tellement pour tout ce que tu fais. Et là, je commence par la première question. On va mettre vraiment la table pour que tout le monde utilise le même langage et qu'on comprenne c'est quoi ça, ce monde obscur. C'est quoi un microbiote ou un microbiome? Parce que souvent, on va entendre ces deux termes-là. Oui, exactement. Puis j'entends souvent, moi, la microbiote. Je ne sais pas pourquoi on le féminise, mais c'est un microbiote. Alors, le microbiote, en fait, c'est l'ensemble des bactéries, virus, levures, l'ensemble, en fait, des micro-organismes qui habitent dans un endroit donné. On parle beaucoup, depuis les dernières années, du microbiote intestinal, mais on a des microbiotes partout sur le corps. Sur la peau, on a un microbiote vaginal, on a un microbiote dans les poumons, on a des microbiotes un petit peu partout et
ce qui fait qu'on est davantage bactérien qu'humain en soi. Donc, on porte énormément de bactéries en dedans de nous. Puis quand on entend le terme microbiome, et là, ça fait plus référence, oui, au microbiote, mais à tout l'ADN, en fait, au génome de ce microbiote-là, à son environnement. Donc, le microbiome, c'est un peu comme le gros dôme, là, finalement, dans lequel habite le microbiote, donc les micro-organismes. Oui. Puis, je me permets là, d'aller un petit peu plus loin, mais Oui. le microbiote, là, pourquoi? Ça, c'est la définition. Mais pourquoi on en parle autant? C'est qu'il a des rôles à jouer partout. Partout. C'est incroyable dans la synthèse des hormones, que ce soit les hormones thyroïdiennes, que ce soit les hormones au niveau de la fertilité masculine et féminine, que ce soit au niveau des hormones de la faim et de la satiété. Le microbiote va produire vos vitamines du groupe B. B pour boost, B pour énergie, B pour brain, tellement importante les vitamines B pour produire les neurotransmetteurs dans le cerveau. Votre microbiote va certes assurer la digestion, mais aussi, selon s'il est en santé ou non, va nous aider justement à prévenir certaines maladies chroniques en diminuant l'inflammation, diminuant les risques d'allergie. Écoutez, c'est incroyable. Moi, si on parle un peu de la femme enceinte, parce que là, Oui. c'est une série de ce monde obscur. On va Mhm. commencer de la femme enceinte. C'est quoi l'impact de la grossesse sur le microbiote de la femme? C'est une super bonne question. Puis en fait, il y a quelques années, quand j'ai écrit mon livre sur le microbiote, on parlait qu'il y avait une dysbiose naturelle. Ça veut dire que pendant la grossesse, il y avait une certaine perturbation naturelle au sein du microbiote, mais on n'en savait pas plus. Alors là, pour l'épisode d'aujourd'hui, je me suis dit, là, on va refaire une petite tournée de la littérature pour voir, est-ce que les connaissances ont avancé de ce côté-là? Et oui, j'ai moi-même été surprise d'apprendre que pendant la grossesse, il y a une perturbation qui se crée au niveau du microbiote, mais pas une perturbation qui est vraiment souhaitable. Puis je vous explique. Dans le fond, ce qu'on voit, c'est une augmentation des moins bonnes bactéries, puis une diminution des bonnes. Pourquoi? Dans le fond, on se retrouve avec un microbiote qui ressemble à une personne qui souffre du syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, vous savez, il y a une certaine résistance à l'insuline, cholestérol élevé, et ainsi de suite. Puis là, on se dit, ben voyons, comment ça, pendant la grossesse, on se retrouve avec un microbiote comme ça? Eh bien, c'est pour favoriser l'absorption de nutriments. Dans le fond, ça crée une certaine forme d'inflammation. Ça crée une certaine forme de perméabilité. Ça veut dire que votre intestin, là, il n'est pas fermé aux intrus et tout ça. Au contraire, il reste un petit peu ouvert. Mais tout ça permet une meilleure absorption des nutriments, de l'énergie, du glucose pour le fœtus. Et ça permet le gain de poids pendant la grossesse. Donc, c'est une perturbation naturelle qui est, on va se dire, pas très souhaitable pour la santé, mais qui est souhaitable pour la santé du fœtus. Alors, c'est fascinant tout ça. Et on sait aussi que le microbiote a un lien très étroit avec l'immunité. Alors, pendant la grossesse, il y a certaines molécules immunitaires propres à la grossesse là, qu'on va retrouver au sein du microbiote intestinal. Puis la présence de ces petits lymphocytes-là, de ces petites molécules immunitaires-là, fait en sorte qu'on a un petit peu plus de molécules inflammatoires aussi, qui vient justement augmenter cette perturbation-là au niveau du microbiote. Alors là, oui, c'est souhaitable, mais dans un autre sens, il faut venir un peu contrebalancer cet effet négatif-là, notamment en s'alimentant le mieux possible. Oui. Et quelles sont justement tes recommandations pour essayer de contrer ces effets qui vont arriver de toute façon Oui, c'est ça. à notre microbiote? Oui. Exact. Ça arrive de toute façon. Alors, on se dit, bon, c'est normal, c'est comme ça. Maintenant, comment on fait pour venir diminuer un petit peu quand même l'inflammation, diminuer la perturbation? Alors, le microbiote se régale. Vos bactéries se régalent des fibres alimentaires. Puis souvent, quand on pense aux fibres, c'est drôle parce que j'ai tendance à dire cette phrase-là dans mes conférences, puis je trouve que c'est la meilleure image. Quand on pense aux fibres, on pense au brun. Donc, on pense au All Bran qu'on doit manger quand on est constipé. On pense au jus de pruneau. C'est assez plate. Les fibres, c'est de la couleur, au contraire. Les fibres, c'est tout ce qui est végétal, tout ce qui est coloré dans notre assiette. Automatiquement, ça nous permet d'augmenter nos fibres et de venir nourrir positivement nos bactéries intestinales. Donc, ayez l'arc-en-ciel tous les jours. Assurez-vous d'avoir chacune de vos couleurs à tous les jours, même le brun, là, dans votre alimentation, pour justement aller chercher cette diversité-là dans votre microbiote intestinal. Ça, c'est les choses qu'il faut augmenter. Maintenant, ce qui va venir nuire un peu au microbiote, c'est tout ce qui est le règne animal. Donc, on va essayer de diminuer un petit peu
en cours de grossesse, la charcuterie, la viande rouge, on peut maintenir évidemment le poisson, on va aller vers la volaille, mais on va essayer quand même ceux-là là, de les diminuer un petit peu. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, ah oui, tout ce qui est aliments transformés. Quand la liste d'ingrédients est très longue, on a des additifs là-dedans qui se cachent et qui malheureusement nuisent à la santé du microbiote intestinal. Mais en même temps, je sais que ce n'est pas une période qui est facile. Souvent, on se sent fatigué. Ça ne nous tente pas de cuisiner les aliments bruts. On a envie d'aliments un petit peu plus sucrés, un petit peu plus gras, dont la liste d'ingrédients est peut-être un petit peu plus longue. Alors, tu sais, il faut trouver notre juste milieu à travers ça. Oui. Et, tu sais, lorsqu'on parle de produits transformés, règle générale, produits transformés, si je parle de mon expérience personnelle puis de la majorité des moments, c'est beaucoup plus long à digérer, c'est beaucoup plus lourd. Donc, c'est des choses qu'on va, je pense, c'est un dépannage de temps en temps, mais on leur marque, je pense, ce qu'on mange sur nos symptômes physiques durant la grossesse. Donc, si en plus, on peut apporter un petit bonus sur notre microbiote, bien, le sachant maintenant, bien, pourquoi pas? Dis-moi, est-ce que le fait d'avoir des reflux, des vomissements, ça peut influencer la flore intestinale de la maman? Et on sait que ça va l'influencer parce que dans la littérature, là, dans les études qui ont été faites puis qui ont comparé les deux groupes, donc Oui. nausées, vomissements versus aucun, on a vu certaines familles de bactéries qui ne sont pas les mêmes. Mais on n'est pas capable d'expliquer si ça a réellement un impact. Puis on n'est surtout pas capable d'expliquer est-ce que c'est dû aux nausées et aux vomissements ou c'est dû au fait que la maman ne s'alimente pas de la même façon. Hein? Lorsqu'on a toujours mal au cœur, on s'entend-tu qu'on n'a pas envie de manger des crudités et de la salade? Non, effectivement. Mais on essaie, on suit, puis on prône beaucoup l'alimentation intuitive, suivre nos envies, mais sachant qu'on peut... Oui, un certain équilibre. Je pense, là, en fait, oui. Tu l'as bien dit, les envies aussi, ça se peut que pendant la grossesse, on va avoir certaines envies pour certains aliments. Ce qu'on veut juste, c'est qu'ils ne viennent pas nécessairement prendre toute la place puis qu'on essaie de faire une petite place à tout le monde et à tous les aliments plein de couleurs, justement, pendant la grossesse. Puis trouver une façon pour les manger, là, peut-être nos fruits puis nos légumes qui nous tentent peut-être un petit peu moins. Bien, peut-être que ça sera sous forme de smoothie, ça sera cuisiné autrement, mais c'est justement d'essayer juste de peut-être quand même les garder au menu malgré tout ça, là. Absolument. Il y a tellement de façons différentes d'y arriver. Puis simple en plus, là, il y a des recettes de dessert maison. Là, ça prend 4 ingrédients, on met ça dans le robot, ploup, ploup, c'est fait, on met ça à cuire au four. Puis ça n'a pas 14 000 ingrédients. Hein? Donc, tout à fait. Il y a moyen d'avoir des trucs faciles à intégrer. Pour quelqu'un, c'est vraiment difficile au niveau de l'alimentation, puis on rajoute en plus les mal de cœur, le reflux, les nausées. Souvent, on va nous proposer, d'emblée, on propose le supplément de multivitamines chez toutes les femmes enceintes. Oui. Est-ce que ce supplément-là a un effet positif ou négatif par la liste des ingrédients quand même? Est-ce que juste ce supplément-là a un effet bénéfique, neutre ou nocif pour notre microbiote? C'est assez neutre. En fait, au niveau de l'effet sur le microbiote. Par contre, si on est capable d'ajouter un supplément de vitamine D, parce que souvent, il n'y en a pas suffisamment dans le prénatal. Donc, en ajoutant un supplément de vitamine D, on connaît la vitamine D pour son rôle sur la santé des os, la santé des dents, la santé de la peau, mais on connaît peu son rôle sur la santé du microbiote. Puis elle est tellement importante parce que, j'en ai parlé préalablement, mais votre microbiote intestinal, pas le microbiote, pardon, les cellules de votre intestin restent d'habitude collées les unes contre les autres et vont s'ouvrir pour laisser passer les bons nutriments, puis ensuite vont se refermer. En soi, c'est une barrière entre le monde extérieur et le monde intérieur. Donc, cette ouverture-là doit bien se faire. Parce que si, à un bon moment donné, il y a une certaine forme de perméabilité qui s'installe, c'est-à-dire une ouverture constante, mais là, ça devient problématique parce qu'il y a des mauvaises bactéries qui peuvent entrer. Il y a des fragments d'aliments moins bien digérés qui peuvent entrer. Le système immunitaire peut réagir à ça, ou les moins bonnes bactéries, finalement, peuvent aller causer du dommage à l'intérieur. Donc, la vitamine D, elle est super importante dans le mécanisme d'ouverture des petites portes et de fermeture des petites portes. Donc, quand on n'en a pas suffisamment, bien, ça se peut que les portes restent ouvertes en tout temps et aient de la difficulté, là, justement, à se refermer. Donc, ça nous prend une vitamine D en plus de la prénatale. Oui. Et qu'en est-il des suppléments pour contrer un peu les
les désagréments, je parle de reflux, sans nommer de médicaments en particulier, Oui. mais si je peux en nommer un, mettons le Tums, Mhm. c'est vraiment en vente libre. Donc, souvent, les mamans vont y aller parce que, bon, les brûlements d'estomac à cause du reflux. Est-ce que ça a un effet, encore une fois, neutre, bénéfique, nocif au niveau de notre microbiote? Ça va dépendre lesquels. Vraiment, quand on est vraiment dans la classe de ce qu'on appelle les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons, là, on voit vraiment une différence majeure au niveau du pH de l'estomac. Ouais. Donc, ça va être un peu moins acide. Donc, en étant moins acide comme ça, ben oui, ça va diminuer les reflux, les brûlements. Mais par contre, ce que ça vient faire, c'est ça vient vraiment changer le microbiote au niveau du petit intestin. Puis ça peut avoir un impact sur le microbiote qui loge dans le gros intestin. Donc, ce type de médicament-là, pris à long terme, va avoir un impact négatif sur le microbiote intestinal. Mais en même temps, dans des situations comme celle-là, je me demande toujours, mais si la maman, elle est vraiment pas bien, là, Voilà. puis ça l'empêche de s'alimenter au quotidien, là, ben, on est aussi bien de prendre ça, puis notre microbiote, on rattrapera sa qualité, sa diversité, puis sa variété après. Exactement. Est-ce que c'est là où ça vous... Oui, peut-être les nommer. C'est quoi les médicaments, les IPP, peut-être les plus courants là, que la maman enceinte pourrait se faire prescrire? C'est une très bonne question. C'est parce que nous, tu nous le dis, nous, on a un petit bagage, mais là, les mamans qui écoutent ça et qui entendent IPP, ils vont faire « Ouais, mais c'est quoi ça, les Ben IPP? » oui, je comprends. On a le Pantoloc, entre autres. Écoutez, je vais vous dire ça. Cosette, est-ce que les IPP que les femmes enceintes peuvent prendre? C'est le Pantoloc qu'on m'a suggéré, donc c'est le premier qui m'est venu. Moi aussi, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Souvent, c'est lui qu'on voit le plus prescrit là, au niveau des IPP. Oui. Mais c'est probablement ça. Oui. Puis, est-ce qu'on pourrait contrer un peu l'effet par l'ajout d'un probiotique ou Est-ce que ça vaudrait la peine? Ça, c'est une très large question. La prise de probiotiques pendant la grossesse, pendant l'allaitement, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, si, admettons, je focus la question seulement sur, admettons qu'on prend le Pantoloc, est-ce qu'un probiotique peut venir contrebalancer l'effet? Il n'y a pas d'études, admettons, qui vont dire oui, il faut absolument prendre un probiotique en même temps, puis voici la différence que ça fait. Mais en même temps, mettons toutes les chances de notre côté. Puis, on peut en intégrer un avec des souches qui sont pour lesquelles on a vraiment beaucoup d'études, là. Des lactobacilles, par exemple, des bifidobactéries. Donc, on peut les introduire, puis ça ne fera pas de tort, parce qu'on s'en reparlera tantôt sur quels sont vraiment les impacts des probiotiques pendant la grossesse et l'allaitement. Puis, vous allez voir que reflux ou non, là, ça vaut la peine. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en nommer? Des probiotiques? Oui. En fait, des marques. On sait que dans ce balado-là, dans notre podcast, il n'y a aucun lien d'affilié. On n'est pas subventionné par n'importe quelle entreprise, mais c'est tout simplement rendre l'information accessible aux mamans qui sont là-dedans et disent, écoute, moi, fruits et légumes, ça ne rentre pas. Vraiment, ce n'est pas agréable pour moi, mais j'aimerais ça quand même optimiser, amener un petit boost sans que ça nuise à ma santé en général ni à mon fœtus. Donc, est-ce qu'il y a des marques ou des sortes? Si tu es plus à l'aise avec la souche, vas-y. Si tu es plus à l'aise avec une marque plus précisément, je pense que ça intéresserait les mamans. Je comprends. Je vais vous amener premièrement vers une ressource super intéressante pour aller chercher d'autres marques peut-être auxquelles je ne pense pas actuellement. Le guide clinique des probiotiques. Donc, vous googlez ça, vous avez la version PDF, vous l'avez aussi en application, c'est mis à jour à chaque année. Donc, ça, allez voir ça. Puis, il y a quand même le lien aussi dans le podcast pour que les mamans peuvent venir chercher. Super, excellent. Puis là-dedans, vous allez en retrouver plein. Pour les enfants, entre autres, le Bio-Gaia, super intéressant. Pour les adultes, on connaît bien le Bio-K+, on connaît bien le Alane aussi. Attention, le Alane, la seule chose, c'est que ça contient beaucoup de bifidobactéries, on aime ça, mais ça contient aussi un prébiotique, un petit peu de lactose. Donc, si jamais ça contient de l'inuline, en fait, puis un peu de lactose. Alors, si jamais on a des symptômes d'un syndrome de l'intestin irritable, ça se peut que ça augmente nos symptômes. Donc, il faut juste être à l'affût de ce côté-là. Les Probaclac ne se retrouvent pas dans le guide clinique des probiotiques, mais ils ont sorti des multisouches dernièrement qui sont quand même intéressants. Puis les souches qu'ils contiennent ont de la littérature là, quand même derrière leur utilisation. Donc, ça, c'est quand même pas si mal. Puis la liste est quand même longue, là. Allez voir dans le guide clinique des probiotiques. Oui. Puis, qu'est-ce que tu penses des probiotiques qu'on trouve déjà dans les aliments? Oui, les aliments fermentés, par exemple. Ouais. Oui. Bon. Les aliments fermentés vont être intéressants pour la fermentation en tant que telle. Je vous explique. Quand un aliment est fermenté,
ça veut dire qu'on est en mesure d'aller chercher des nutriments dedans qu'on n'aurait pas nécessairement été capable d'absorber s'il n'y avait pas eu fermentation préalable. Admettons qu'on mange un chou fermenté, donc un kimchi fermenté, on est capable vraiment d'aller chercher encore plus de vitamine B, on est capable d'aller chercher plein de bonnes choses à l'intérieur. Ça grouille de micro-organismes, les aliments fermentés. On parle du miso, le kimchi, le kéfir, on a la choucroute, on a le tempeh, entre autres. Donc, il y en a beaucoup. Ces aliments-là, des fois, on ne sait pas trop comment les cuisiner, là, mais ça, il existe plein de belles recettes sur Internet pour le faire. Maintenant, comme ça contient beaucoup de micro-organismes, c'est difficile d'étudier leur réel impact sur le microbiote intestinal. On sait qu'il se passe quelque chose. On sait qu'il y a une certaine communication entre ces bactéries-là et les nôtres, mais c'est difficile de tabler puis de dire bien, manger, par exemple, des aliments fermentés tous les jours, ça va améliorer votre microbiote intestinal. On est un peu frileux au niveau de la science pour ça. Oui. Par contre, encore une fois, moi, je le répète, essayons de mettre toutes les chances de notre part. Là. Puis ces aliments-là, de par leur vertu nutritionnelle, ça vaut la peine d'essayer de les intégrer. Oui. Donc, rajouter un petit dire peu. Aussi qu'ils sont sécuritaires pendant la grossesse, les aliments fermentés, parce que des fois, c'est une question qu'on peut se poser. Là. Oui, c'est sûr que si on les fait à la maison, là, je vous dirais, soyez prudents. Donc, on ne se fait pas de chou-fleur lacto-fermenté à la maison là, pendant la grossesse. Je serais un peu frileuse. Là. Mais une choucroute, admettons, qui est faite de façon commerciale, le kéfir qu'on ajoute dans le smoothie, par exemple, mais on n'attend pas non plus 2 semaines dans le frigo. Il faut le manger, manger frais. Donc, je suis un petit peu frileuse par rapport à tout ça. Le miso, à la fin, dans une soupe, de toute façon, la cuisson en tant que telle va détruire une bonne partie des micro-organismes. Le tempeh, la même chose. Alors, c'est quand même pas si mal. Oui. Il y a autre chose que je vois passer souvent durant la grossesse, donc chez les mamans qui font beaucoup d'activités physiques, c'est tout ce qui est supplément, ou si je peux me permettre, de poudre de protéines ou de suppléments pour sportifs durant la grossesse. Qu'en penses-tu? Par rapport au microbiote, il n'y a pas... En fait, j'ai cherché beaucoup dans la littérature là, par rapport à ça parce que je voyais passer ça sur les réseaux sociaux puis je me disais, bon, qu'est-ce que ça a réellement comme impact? On n'a pas de données, malheureusement, donc c'est vraiment difficile pour moi de dire c'est bon, c'est pas bon. Par contre, c'est sûr qu'on connaît quand même bien les besoins au niveau de la nutrition dans le premier, deuxième, troisième trimestre. Alors, est-ce qu'on a besoin vraiment de booster nos apports en protéines? Je ne pense pas, là, avec des poudres de protéines. Là. Je suis un peu... C'est sûr que d'entrée de jeu, je suis toujours D'entrée de jeu, j'aime toujours mieux qu'on revienne à l'alimentation la plus brute possible, puis qu'on soit en mesure vraiment de répondre à nos besoins via l'alimentation. Parfois, pendant la grossesse, il y a des besoins qui sont plus élevés, on n'a pas le choix d'aller vers des suppléments, mais de là à aller vers des suppléments vraiment pour sportifs, je ne pense pas qu'on ait besoin de ça. Pour une activité qu'on appelle... on n'est pas dans les compétitions, là, c'est vraiment l'activité 30 à 40, même ça peut aller jusqu'à 1 heure d'activité qui est sécuritaire durant la grossesse. Exact. Moi, j'ai une petite question, Cosette, avant que... C'est une petite question surprise, mais Andréane, je pense que tu vas être capable de répondre parce qu'on a parlé de tout ce qui était reflux, les médicaments. Le gingembre, on en parle souvent pour les nausées, là, mais est-ce qu'il y a un impact sur le microbiote? Le gingembre frais, il n'y a aucun problème. Par contre, le gingembre, dans les petits trucs de sushi, là, des fois, il faut vraiment faire attention parce qu'on a l'ajout d'aspartame. On sait que l'aspartame, on doit mettre ça de côté pendant la grossesse. Oui. Okay. Donc, ce serait mon petit bémol. Là. Juste de demander dans votre restaurant de sushi préféré, qu'est-ce qu'il y a dans la liste d'ingrédients de ce fameux gingembre. OK, parfait. Puis, si vous avez mangé du gingembre, vous avez déjà goûté le gingembre maison, en tout cas, moi, je le décèle. Je ne sais pas, c'est peut-être que je suis sensible, mais tu sais, quand j'y goûte, je me dis, me semble ce gingembre-là, il y a un petit ingrédient surprise dedans. Oui, je me suis pas trompée à date. Non. En général, il y a un petit goût là, de... C'est nouveau. Tu sais, on mise beaucoup, on parle beaucoup du microbiote de la maman. Est-ce que la maman et le bébé qu'elle porte, donc le fœtus, portent le même microbiote? Est-ce qu'ils partagent le même microbiote? Donc, juste avant d'accoucher, là, je me dis à 39-40 rendus là, est-ce que bébé et maman ont exactement le même microbiote? Est-ce que je suis en train de donner mon bagage de microbiote de mon monde obscur à mon bébé? Est-ce que c'est pour ça, en fait, qu'on
qu'on en parle beaucoup, oui, pour la maman, pour elle, mais souvent, les mamans vont dire « Ah, là, j'aimerais ça mieux manger. C'est là, j'aimerais ça faire un petit peu plus d'efforts. J'ai le goût de le faire. Puis là, j'ai une petite motivation de plus. » Est-ce que le bébé et la maman partagent le même microbiote, en fait? En fait, la motivation de plus, là, c'est vraiment pour atténuer la perturbation de notre microbiote pendant la grossesse. C'est vraiment, vraiment là-dessus qu'on doit focusser. Maintenant, on a longtemps pensé que le bébé naissait, avant de naître, là, que le bébé était stérile, c'est-à-dire aucune bactérie, aucun microbiote. Or, depuis les dernières années, on a découvert en fait quelques fragments du microbiote de la maman dans le placenta. Donc, il y aurait potentiellement un petit partage du microbiote, mais c'est très, très peu connu. On ne sait pas trop quoi faire avec ça. On ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, le microbiote de la maman, en fait, va beaucoup plus influencer le microbiote du nourrisson une fois qu'il est à l'extérieur, plutôt que pendant la grossesse. Donc, l'alimentation pendant la grossesse, comme je vous ai dit, là, c'est vraiment pour venir diminuer la perturbation du microbiote de la maman. Exact. Puis, s'assurer d'avoir tous les nutriments essentiels pour une croissance optimale de notre futur bébé. Est-ce que la voie d'accouchement, moi j'ai la réponse, mais j'aimerais ça que tu en parles. Tu es notre spécialiste. Est-ce que la voie d'accouchement, encore une fois, on n'a pas le contrôle là-dessus, peut influencer le microbiote du bébé qui vient de naître? Peu importe, nous, notre microbiote, il était varié, diversifié. Est-ce que juste la façon comment un bébé voit le monde peut influencer son microbiote? C'est l'élément déclencheur pour la colonisation intestinale du microbiote du nouveau-né. Dans le fond, c'est simple à comprendre, le bébé passe à travers le microbiote vaginal fécal de la mère ou le bébé passe à travers le microbiote de la peau de la maman. Ce sont des bactéries complètement différentes qui vont venir d'abord coloniser le tube digestif du nouveau-né. Et quand c'est par voie vaginale fécale, là, dans le fond, quand c'est ce microbiote-là, on retrouve vraiment certaines familles de bactéries. Puis quand le bébé naît par césarienne, c'est complètement différent au niveau des familles de bactéries. Alors, ça commence là, puis ensuite, ça va se poursuivre avec le choix de l'alimentation, alors que ce soit les préparations commerciales pour nourrissons ou l'allaitement, encore là, ça va donner des impacts complètement différents. Oui. Andréane, c'était plus que complet. C'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup pour ce beau portrait durant la grossesse. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Je pense qu'on a un beau portrait là, durant la grossesse. On aimerait ça continuer dans le prochain épisode. Donc, le microbiote durant l'allaitement ou l'offre de la préparation commerciale pour nourrissons. Alors, merci beaucoup, Andréane, et tous les détails, donc tous les liens qu'on a mentionnés vont être dans la description et les liens vers tes plateformes et ton livre également le seront. Merci. Alors, on se voit dans un prochain épisode. Bye! Absolument! Bye. Alors, voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, donc si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là, on a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye Mélissa! Bye Cosette!